Née il y a 4,5 milliards d'années, cette Terre est aussi vieille que la planète elle-même. L'Australie n'est pas un monde aussi nouveau qu'on pourrait le croire. Lorsque les Européens ont débarqué ici, tout leur a paru neuf et différent. Pas de vestiges du passé, pas de monuments anciens, et une histoire encore à écrire. Ils ont considéré cette île comme un pays jeune, une terre à part. Ils étaient pourtant très loin de la vérité. Le continent le plus vieux, le plus plat et le plus aride de la planète est un puzzle, dont les morceaux se sont assemblés à l'époque de la préhistoire. Et pour en percer le mystère, on trouve des indices dispersés aux quatre coins de cette terre brûlée par le soleil. Je m'appelle Richard Smith. Et je serai votre guide pour découvrir ce pays surprenant. Pour le scientifique que je suis, chaque pierre a une histoire. Et chaque animal porte en lui le récit d'un combat épique pour la survie de son espèce. Pour quiconque rêve de plonger dans l'histoire lointaine de la Terre, l'Australie est l'endroit idéal. Je vous propose un fabuleux voyage à travers le temps sur la plus grande île du monde. Le meilleur endroit qui soit pour mieux comprendre notre planète. De tous les continents, celui qui a conservé le plus de traces de la grande épopée de l'évolution de la vie, c'est celui-ci. Car ici, il suffit de monter en voiture pour remonter jusqu'à l'aube des temps. Si l'on veut déchiffrer l'histoire de l'Australie, il faut s'en approcher au plus près. Plonger dans ses origines lointaines. Et lointain n'est pas un vain mot. Pour bien mesurer à quand remonte le début de l'histoire, il faut avoir en tête l'échelle des temps géologiques. À première vue, nous sommes dans un véhicule banal. Mais imaginez un instant qu'il soit équipé d'une fonction qui permette de remonter le temps. Je sélectionne la période géologique à laquelle je veux me rendre et le GPS temporel fait le reste. J'ai réglé la vitesse à 1 million d'années par minute, ce qui nous fait remonter 60 millions d'années à chaque heure de voyage. Revenir aux origines de l'Australie est un sacré trajet. À cette vitesse, nous atteignons en un clin d'œil une époque du Quaternaire antérieure à l'arrivée des Européens. Quelques secondes plus tard, nous apercevons les premières empreintes aborigènes. En quelques minutes, nous croisons des wombats gros comme des hippopotames et des varans de la taille d'un bus. Caution, hazardous wildlife. La faune vous inquiète? Ce n'est qu'un début. Après 1 heure de route,
Les dinosaures du Crétacé et du Jurassique envahissent le paysage. Il n'y aura pas de changement durant les 3 prochaines heures de notre long voyage dans le temps. Recalculating deep time. Après avoir laissé derrière nous le Carbonifère, le Dévonien et le Silurien, nous entrevoyons le monde tel qu'il était avant l'apparition des dinosaures. Peu après, la vie terrestre disparaît. Le voyage continue. Ordovicien, Cambrien. Après 8 heures de route et 500 millions d'années parcourues, les seules formes de vie que nous croisons sont sous-marines et pour le moins étranges. Passé l'édiacarien, le cryogénien et le tonien, il nous reste encore 90% du chemin à parcourir. Alors que l'humanité n'occupe que les premières secondes de ce voyage et les animaux évolués les 9 premières heures, il faut remonter le temps pendant encore 2 jours et demi pour apercevoir les premières formes de vie. Goshen, destination approaching. Finalement, après plus de 3 jours de voyage à une vitesse de 60 millions d'années par heure, je suis revenu 4,5 milliards d'années en arrière. La route s'arrête là. Nous voici arrivés dans l'obscurité originelle. Quand les premiers rayons du soleil commencent à briller à travers l'espace, ils mettent en lumière une scène d'une violence cosmique inouïe. Autour de cette étoile naissante se forme un disque de poussière et de débris. Ces poussières et tous ces fragments de roches, de métal et de glace en orbite se percutent et s'agrègent sous l'effet de la gravitation. C'est ce phénomène d'accrétion qui est à l'origine de la formation des planètes. Peu à peu, la Terre grossit et se réchauffe. La chaleur ne résulte pas seulement des collisions, mais aussi de l'augmentation de la radioactivité naturelle. Peu après, alors que la couche externe commence à durcir, la Terre manque d'être anéantie. Une concurrente de la taille de la planète Mars croise sa route. La collision donne naissance à la Lune, notre voisine blafarde. Elle achève également la formation de la boule incandescente et riche en fer, qui deviendra par la suite notre planète. Comprendre la naissance explosive de la Terre aide à expliquer son fonctionnement interne. La croûte sur laquelle je suis assis a peut-être refroidi, mais la planète sous nos pieds reste une boule de roche en fusion qui orbite dans l'espace. Et elle est toujours en phase de refroidissement. Et tant que ce refroidissement est en cours, les continents se déplacent. Il est le moteur de la tectonique des plaques, ce phénomène qui façonne notre planète depuis le premier jour. Et pour l'Australie, on sait à quand remonte ce premier jour. L'AD1, il y a entre 4,6 et 4 milliards d'années. Tandis que le soleil se lève, comme il le fait depuis l'aube des temps, je me dirige vers une région de l'ouest du pays qui a conservé une trace fidèle des tout premiers jours de la Terre.
On y est presque, c'est juste là. Simon White est géologue. Depuis plusieurs décennies, il arpente la chaîne montagneuse de Jack Hills afin de dater les roches. Voici le célèbre site d'où proviennent les plus vieux cristaux de zircon jamais découverts. Bien que très anciennes, ce ne sont pas les roches elles-mêmes qui sont si vieilles, mais les microscopiques cristaux de zircon qu'elles renferment. Connus également sous le nom de diamants du pauvre, les cristaux de zircon se forment lorsque les roches en fusion refroidissent dans la croûte terrestre. Et tout comme les diamants, les zircons sont éternels. Si jamais vous cherchez un endroit où réfléchir à la relativité de votre existence, vous avez trouvé le lieu idéal. Car dans ces roches se trouvent les plus anciens vestiges de la naissance de notre planète. Ils sont plus vieux que vous et moi de 4 milliards 400 millions d'années. À peine plus jeune que la Terre, ce zircon W74 est un trésor microscopique. C'est aussi un véritable survivant. Recyclés de roche en roche, les zircons de type W74 ont résisté à tout ce que la planète leur a fait subir. Et mieux encore, ces cristaux ont réussi à conserver des informations sur l'enfance de la Terre. Leur étude en laboratoire a été une révélation. Apparemment, les zircons les plus anciens ont cristallisé dans du magma granitique qui a refroidi rapidement au contact d'une grande quantité d'eau. La Terre n'est donc pas restée une boule incandescente aussi longtemps qu'on le pensait. Dès son jeune âge, elle a connu les océans, les nuages et la pluie. Si on pouvait remonter aux origines de notre planète, on assisterait à un spectacle incroyable. Mais il faudrait bien plus qu'un casque et un masque à gaz, car à l'époque, le monde était autrement plus dangereux. Vu le grand nombre de cratères à la surface de la Lune, on peut penser qu'à cette époque, la Terre a dû subir des bombardements intensifs. Pour se faire une idée du phénomène, allons voir le cratère de Wolf Creek, dans la région du Kimberley. Il a vu le jour il y a seulement 300 000 ans. Il est petit pour un volcan préhistorique, mais parfaitement formé. L'avantage du cratère de Wolf Creek, c'est que comme il est relativement récent, c'est l'endroit parfait pour étudier les conséquences d'un gros impact. En touchant le sol, la météorite a dégagé une énergie telle qu'elle a provoqué une déflagration aussi puissante qu'une explosion nucléaire. Des débris rocheux ont été projetés aux alentours. Ils se sont littéralement retournés. C'est le cas de ce morceau de grès. Et tout ce qui se trouvait au point d'impact s'est vaporisé ou s'est retrouvé projeté dans les environs. Pourtant, le cratère de Wolf Creek a été causé par un objet céleste mesurant seulement 10 à 20 mètres de diamètre. Il faut savoir qu'au moins une fois par siècle, un astéroïde de 50 km s'écrasait sur notre planète et que l'atmosphère terrestre était corrosive. Cela explique sans doute pourquoi la Terre a tant changé depuis sa naissance. La datation des cratères de la Lune indique que le grand bombardement a ralenti il y a 3 800 millions d'années. Si l'apparence de la Lune a peu changé depuis l'Archéen, la Terre ne ressemblait alors en rien à celle d'aujourd'hui. Les continents étaient méconnaissables et il n'y avait aucune trace de végétation.
Mais en plongeant dans les mers qui bordaient l'Australie à cette période, on aurait découvert les premiers frémissements de vie. Voilà à quoi cela devait ressembler. Une substance visqueuse. Les tout premiers signes de ce qui ressemble à des bactéries fossilisées apparaissent dans des roches d'Australie occidentale il y a 3,5 milliards d'années, peu après la fin du bombardement de météorites. Bien que les détails sur l'origine de la vie restent entourés d'un voile nébuleux, les scientifiques sont pratiquement fixés sur la date et probablement sur le lieu où tout a commencé. Une chose est sûre, c'est que la Terre disposait déjà de bon nombre d'ingrédients. À l'époque, autour des cheminées volcaniques, on trouve de l'eau, de la chaleur et des bactéries en abondance. Exactement comme dans ces sources hydrothermales de Nouvelle-Zélande. Cette eau brûlante ne contient pas d'oxygène et elle est riche en substances toxiques, telles que le sulfure d'hydrogène et l'arsenic. Mais elle grouille de vie. Le dépôt orangé qui tapisse la roche est une jungle de bactéries et de micro-organismes primitifs. Ils se nourrissent des éléments toxiques qui remontent des profondeurs de la Terre. On trouve des conditions similaires dans les fonds marins depuis des milliards d'années. Ces deux types d'environnements abritent les formes de vie les plus primitives que nous connaissions. Et tous deux sont étroitement liés à la tectonique des plaques qui anime toujours notre planète. Où qu'elle soit apparue, la vie s'est ensuite développée dans les eaux peu profondes qui recevaient la lumière du soleil. Pour voir à quoi elle ressemblait, il faut se diriger vers la plage. Le désert australien, aride et brûlant. Difficile d'imaginer que ces conditions puissent être propices à la vie. Pourtant, c'est justement grâce à cet environnement hostile qu'au bout de cette route, nous pourrons avoir un aperçu du monde tel qu'il était à l'aube de la vie. Voici votre parent le plus éloigné, le stromatolite. Il se plaît ici dans les eaux salées de la baie Shark. Je sais que ça ressemble plus à un rocher qu'à un membre de votre famille, mais il ne faut pas s'y fier. À la surface se trouve une importante communauté de bactéries microscopiques capables d'agglutiner de la boue pour en faire des monticules. Et elles accomplissent cela grâce à une méthode révolutionnaire d'exploitation de l'énergie solaire. La photosynthèse a changé le monde. Comme elle n'était plus tributaire de l'énergie volcanique, les bactéries photosynthétiques se sont propagées à toutes les surfaces sous-marines éclairées par les rayons du soleil. Et en devenant des stromatolites, elles ont même pu créer leur habitat. Un rocher vivant, en quelque sorte. La façon dont ces bactéries ont commencé à coloniser le rivage est un mystère que David Flannery est bien décidé à percer. Ce morceau de tapis d'algues est un indice précieux. C'est bien plus facile d'analyser un fossile quand on possède un spécimen actuel. Ce morceau de roche vient du district de Pilbara et remonte à 2,7 milliards d'années. Leur structure est proche car ils viennent d'un environnement similaire. Le spécimen actuel est fait de creux et d'arêtes formant des polygones. Et le spécimen fossile est formé exactement de la même manière. Le processus qui est à l'œuvre aujourd'hui est le même qu'il y a plusieurs milliards d'années. Malgré une grande diversité de formes et de tailles,
ces communautés de bactéries n'ont pratiquement pas évolué depuis des milliards d'années. Les géologues sont capables de retrouver dans ces roches l'empreinte des plus vieux paysages terrestres, comme par exemple un littoral avec des plages et des bancs de sable. Mais pas uniquement. Ces stratifications ont été identifiées comme les premières preuves tangibles d'une forme de vie. Visibles à l'œil nu, voici sans doute les plus vieux stromatolites fossilisés au monde. Ils remontent à 3,5 milliards d'années. Bien que l'origine biologique de ces fossiles fasse toujours l'objet d'un débat intense, les roches de Pilbara sont de toute évidence remplies de stromatolites fossilisés qui devaient former par endroits d'immenses récifs côtiers. D'après ce que nous savons, voici à quoi ressemblaient les rivages australiens il y a environ 3 milliards d'années. Des stromatolites à fleur d'eau, de la fumée à l'horizon et des traînées de feu dans le ciel. Fin de l'Archéen, il y a entre 2,8 et 2,5 milliards d'années. Ces formes de vie simples ont fait bien plus que laisser une empreinte fossilisée dans le paysage. Elles ont façonné ce paysage lui-même. J'emprunte un raccourci dans mon voyage vers le passé. Plus je m'enfonce dans Hancock-Gorge, plus je remonte dans le temps. Ok. Ce lieu témoigne d'un des grands tournants de l'histoire de la Terre. Il y a 2,5 milliards d'années, l'oxygène est absent de l'atmosphère. Mais les stromatolites en rejettent constamment dans l'eau. L'oxygène est un déchet issu de leur activité photosynthétique. Ils restent piégés dans l'eau. Or, les océans sont alors remplis de fer, un résidu de la formation de la planète. On imagine facilement le résultat de ce mélange fer-oxygène. Les océans se mettent à rouiller. Et ce phénomène se poursuit pendant des centaines de millions d'années. Des couches riches en oxyde de fer se superposent peu à peu sur les fonds marins. Voici ce que je voulais vous montrer. Vous voyez ces bandes sombres? C'est ce qu'on appelle la formation ferrifère rubanée. Chacune de ces couches représente une pluie de rouille qui s'est déposée au fond de la mer il y a 2,5 milliards d'années. On distingue des bandes plus claires ici et là. On ignore si c'est le signe d'une anomalie passagère. Mais si on considère que chacune de ces couches de rouille représente une bouffée d'oxygène dans l'océan, alors ce que nous voyons là, c'est la respiration de la planète, les premiers souffles de la biosphère. Aujourd'hui, cette même biosphère insuffle de la vie dans l'économie australienne. L'empire des stromatolites a été sans conteste le plus grand de toute l'histoire de la Terre. Oubliez les Romains, les Perses et même les dinosaures.
Ces modestes monticules de bactéries ont dominé la planète pendant plus de 2 milliards d'années. Et ils sont à l'origine de sa plus grande transformation. Une fois ouvert, le robinet d'oxygène ne peut plus être refermé. La formation ferrifère n'est qu'une étape dans la vie de la planète. Après 700 millions d'années d'oxydation, le fer disparaît des océans. L'oxygène ne peut rien faire d'autre que remonter. Le Protérozoïque, il y a entre 2,5 milliards et 542 millions d'années. Pour la première fois, l'oxygène commence à entrer dans l'atmosphère. Ce sera le plus grand phénomène de pollution de tous les temps. Sans l'arrivée de l'oxygène dans l'atmosphère, nous ne serions pas là. Et les autres espèces avec qui nous partageons la planète non plus. Pendant ce temps, les entrailles de la Terre sont occupées à pousser et à souder les anciens morceaux du bloc continental qui forment aujourd'hui les 2/3 ouest de l'Australie. Ces forces tectoniques n'ont pas seulement façonné un continent. Elles sont aussi à l'origine de la grande richesse minérale du pays. Depuis plus de 120 ans, en Nouvelle-Galles du Sud, les mineurs de Broken Hill côtoient les profondeurs obscures de la Terre. Ils ont extrait des tonnes de minerais de plomb, de zinc et d'argent, jusqu'à 1 kilomètre sous terre. Ici, ce sont encore d'autres galeries. Je descends dans une fourmilière humaine. C'est un monde que peu de gens ont l'occasion de voir. Broken Hill n'est pas seulement l'une des mines les plus emblématiques d'Australie. C'est aussi le plus gros gisement de zinc et de plomb de la planète. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait déployé autant d'efforts pour remonter ces minerais, mais aussi pour percer le mystère de leur origine. La solution est simple. Ils viennent du fond de la mer. Dans les eaux profondes au large du bloc continental en formation, les entrailles de la Terre continuent de travailler, crachant des fluides brûlants et riches en métaux par des cheminées hydrothermales. Au contact de l'eau glacée, les métaux dissous refroidissent et retombent en pluie. Écrasés et pressés, chauffés et agglomérés, ils finissent par former le minerai qu'on extrait aujourd'hui dans les mines de Broken Hill et de Mount Isa. Un héritage de la formation des continents. Il y a 1 milliard d'années environ, la plupart des continents, dont l'Australie alors à l'état embryonnaire, forment un supercontinent baptisé Rodinia. C'est de cette époque que datent les premiers fossiles d'algues à l'état adulte ou embryonnaire. La vie commence à évoluer. Mais très vite, elle manque d'être stoppée net. Bienvenue sur la Terre boule de neige. Le cryogénien, il y a entre 850 et 635 millions d'années. Un peu partout sur la planète,
des éléments concrets indiquent que suite à 2 grandes périodes de glaciation, la Terre s'est retrouvée prise dans les glaces, d'où le nom de cryogénien. Il s'agit des 2 âges glaciaires les plus rudes de l'histoire de notre planète. Pour le paléontologue Jim Gelling, ces fonds marins fossilisés renferment une preuve tangible du climat polaire de l'époque. La sédimentation s'est faite au rythme des marées. En d'autres termes, chaque marée est représentée par 2 couches. Ce qui est formidable, c'est qu'on obtient l'archive complète des marées sur une période de 60 ans. C'est unique pour des roches qui remontent à 640 millions d'années. Ces sédiments tendres se sont déposés au fond de la mer avec la même régularité que les sillons d'un disque vinyle. Chaque bande s'est imprimée lors d'une marée lointaine. Une sédimentation aussi fine et régulière n'a pu se faire que dans des conditions bien précises. À l'abri d'un plafond de glace. Le fond de la mer était protégé des vagues et des tempêtes car il y avait un couvercle de glace à la surface. On était pratiquement au niveau de l'équateur et pourtant, cet océan était recouvert de glace. Voilà à quoi devaient ressembler les océans de notre planète durant une de ces périodes glaciaires. Ils étaient gelés des pôles jusqu'aux tropiques. Nous sommes sur l'océan Arctique, au nord de Barrow, en Alaska. Dans un mois ou 2, la majeure partie de la glace va se disloquer et partir à la dérive. Elle se reformera l'an prochain. Mais imaginez une seconde que cette glace s'installe non pas pour une saison, ni même pour un siècle, mais pour 1 million, voire 10 millions d'années. On imagine mal que quoi que ce soit puisse survivre dans un monde aussi froid. Il y aura pourtant des survivants. La tectonique des plaques s'en mêle. De violentes éruptions volcaniques chargent l'atmosphère de gaz à effet de serre. Il s'ensuit un grand dégel. Avec la fonte de la calotte glaciaire, la mer envahit de nouveau les terres. Mais ce n'est plus le même monde. Non seulement la vie a résisté à cette glaciation, mais voilà qu'elle s'apprête à s'épanouir. Les montagnes de la chaîne de Flinders ont gardé des traces de cette période. Au détour de ces roches ocre, on tombe soudain sur le Golden Spike, ou clou d'or. Et alors, me direz-vous, ceci est un repère très important dans l'histoire de la Terre, car tout ce qui se trouve en dessous correspond à la fin de la période glaciaire. Au-dessus, l'effet de serre avait réchauffé la planète. Mais ce n'est pas tout. À cet endroit précis, il y a 634 millions d'années, les premiers animaux sont soudain apparus. Non loin de là, dans un endroit tenu secret, Jim Gelling et son équipe ont mis au jour d'anciens fonds marins. Ils fournissent un aperçu de la vie durant la période de l'Édiacarien. L'Édiacarien, il y a entre 635 et 542 millions d'années. Voici des organismes multicellulaires parmi les plus vieux de la planète. Leur découverte dans les collines d'Ediacara
est d'une importance telle que la période correspondante tire son nom de ce lieu. Ici, vous avez un instantané de ce qu'était la vie sur des fonds marins calmes, à l'abri des vagues, avec une météo clémente. Un jardin avec une faune étrange. Des créatures en forme de feuilles. D'autres semblables à des ancres ou à des camées. L'organisme le plus répandu est en forme de biscuit, Dickinsonia. Dickinsonia pouvait atteindre 1 mètre de diamètre. On pense qu'il glissait lentement, s'arrêtant par endroits pour se régaler des bactéries qui tapissaient les fonds marins. Mais la façon dont il se nourrissait a toujours été une énigme. On pense qu'il rampait sur le tapis bactérien, qu'il le décomposait et en absorbait les nutriments. Il n'avait pas de bouche. Non. Ce qui est sûr, c'est que des organismes en quête de nourriture se déplaçaient au fond des mers. Tandis que la vie se développe à la surface de la planète, l'activité interne de la Terre rapproche l'Australie, l'Antarctique, l'Inde, l'Afrique et Madagascar, et donne naissance à un supercontinent baptisé Gondwana. À la même période, des ondes de choc parcourent la partie continentale de l'Australie et donnent naissance au mont Petermann, une gigantesque chaîne de montagnes qui se dressait autrefois au centre du continent. À l'époque où le soleil brille sur ces sommets enneigés, il plonge aussi ses rayons dans les premières mers du Cambrien. Le Cambrien, il y a entre 542 et 488 millions d'années. L'explosion cambrienne correspond à une des périodes les plus importantes de l'histoire de la vie sur notre planète. Elle a vu l'apparition des grands groupes d'animaux qu'on connaît à l'heure actuelle, comme par exemple les arthropodes, notamment les araignées, mais aussi les crustacés et les insectes. Il y a également les mollusques. Tous ces groupes sont apparus durant le Cambrien. À Emu Bay, on a retrouvé beaucoup de trilobites fossilisés. Ces animaux devaient certainement y être légion. Les jours paisibles de l'édiacariens sont terminés. Dorénavant, les animaux ont des bouches et se déplacent. C'est un monde de chasseurs et de proies. Des arthropodes en armure patrouillent dans les mers à la recherche de nourriture. Ils ont des yeux développés et un équipement sophistiqué. Étonnamment, certains de leurs tissus mous ont été remarquablement bien conservés. Voici l'un des plus vieux globes oculaires de tous les temps. On a ici un spécimen de trilobite de l'ordre des rhédlichides. On voit bien tous les segments ainsi que le céphalon avec ses longues pointes de part et d'autre. Et si on regarde de plus près, on distingue 2 antennes. C'est incroyable. Plus long que la main, le rhédlichide est le plus grand des trilobites qui peuplent les eaux du continent Gondwana. Il est néanmoins armé de piquants dissuasifs. Et il y a une bonne raison à cela. Dans les océans du Cambrien, le plus grand prédateur est un arthropode géant, baptisé Anomalocaris. Anomalocaris est un animal qui pouvait atteindre 1,50 m à 2 mètres de long.
Ils devaient se déplacer en eau peu profonde, sans doute à la recherche d'autres arthropodes. C'est incontestablement le début de la course à l'armement. Alors que les trilobites vont régner pendant encore 250 millions d'années, Anomalocaris tombe dans l'oubli à la fin du Cambrien, sans laisser derrière lui aucun parent connu. Le soleil se couche sur l'Australie du Cambrien. Et tout est en place pour la suite de la grande épopée de la vie sur Terre. Les protagonistes se rassemblent déjà près du rivage. Malgré l'explosion de la vie dans les océans durant cette période, il aurait été difficile de remarquer quoi que ce soit en se promenant sur une plage. Peut-être quelques trilobites seraient-ils venus vous chatouiller les orteils, mais à part le bruit du vent et des vagues, tout était silencieux. Il n'y avait aucune forme de vie sur la terre ferme. Mais cela ne durera guère. Les océans débordants de vie s'apprêtent à déverser sur Terre leurs occupants, et l'Australie va devenir une terre de conquête. Dans la suite de notre voyage, la vie dans tout ce qu'elle a de plus terrifiant et de plus beau arrive sur la terre ferme. C'est le grand débarquement sur le continent Gondwana. Mais la route qui nous attend est chaotique. Elle sera parsemée de victoires retentissantes et de tragédies dévastatrices.